Alors, Burke va donc replacer euh, sa critique dans le contexte des Lumières. Pour Burke, euh, les révolutionnaires sont des intellectuels qui sont sous influence des philosophes des Lumières. Et en fait, la critique que Burke va faire de la Révolution française, c'est la critique des Lumières. Qu'est-ce qui caractérise les Lumières? Ou pour reprendre la formule de Kant dans un de ses ouvrages les plus célèbres, qu'est-ce que les Lumières? Qu'est-ce que les Lumières? Vous avez dû voir les Lumières en littérature, je pense, ou en histoire, au moins ça. Donc, les Lumières, c'est un mouvement philosophique, un courant philosophique assez hétérogène, il faut le dire, du XVIIIe siècle. Euh, et c'est un mouvement qui se caractérise par euh, l'autonomie de la raison par rapport aux dogmes religieux et par rapport aux préjugés de manière générale. Ouais. L'autonomie de la raison, c'est-à-dire le fait que la raison puisse se donner ses propres règles. On avait vu le concept d'autonomie dans le cours sur la liberté, et que l'individu puisse s'émanciper de ses préjugés et du dogme religieux de manière générale. C'est un mouvement fondamental parce que c'est une grande rupture par rapport à toute l'histoire intellectuelle de l'Occident depuis le Moyen Âge en fait. Quand un philosophe écrit ou prend la parole jusqu'au XVIIe siècle, il faut qu'il fasse attention à ce que ses écrits soient en conformité avec le dogme de la religion qui domine son pays. Descartes doit faire attention à ce qu'il écrit, Hobbes doit faire attention à ce qu'il écrit, même Leibniz doit faire attention à ce qu'il écrit, et il peut être, ils peuvent être, enfin connaître des problèmes si jamais ce qu'ils écrivent n'est pas en conformité avec le dogme religieux. Ça change au XVIIIe siècle avec, euh, avec les Lumières. C'est tout un état d'esprit qui change. Alors, les Lumières, de manière générale, Kant en particulier, se lance dans une critique de principe du préjugé. Dans une critique de principe du préjugé. Au nom de la raison. Et pour Burke, c'est un problème. Quel est le problème? Eh bien, il est double. Il y a au moins deux problèmes que pose cette critique sans reste du préjugé. Tout d'abord, lorsque on cesse de se fonder sur les préjugés pour agir, on devient violent. On devient violent. On devient brutal. Quand on a confiance qu'en sa propre raison, on a tendance à l'imposer aux autres. Lorsqu'on cesse de se fonder sur les préjugés, c'est-à-dire en fait sur la sagesse des autres, on cesse de se fonder sur les préjugés pour agir, pour prendre des décisions, on devient violent, on devient brutal. Et Burke, de manière assez troublante, prophétise
un impérialisme de la raison qui détruira l'héritage culturel de la France et surtout qui s'imposera aux altérités culturelles que la France pourra rencontrer. Pour le dire encore plus clairement, Burke voit dans l'universalisme des Lumières tel qu'il va s'incarner en France les prémices des guerres napoléoniennes et de la colonisation. Il faut savoir une chose concernant française par rapport à d'autres formes de colonisation, et en particulier la colonisation britannique. La colonisation française ressemble beaucoup à la colonisation grecque, de l'Antiquité grecque, en ce sens que quand la France colonise un territoire, déjà elle s'en empare complètement sur le plan militaire, et elle entend imposer les fameuses valeurs de la République. Elle entend imposer la culture française au peuple colonisé. Les Britanniques ne s'encombrent pas du tout de ce genre de considération. L'Inde est restée indienne, c'est-à-dire hindoue, avec ses traditions et ses cultures. L'Inde est restée sous le contrôle des Maharajas. Il n'a pas été question pour les Anglais d'importer leur culture, plutôt d'exporter leur culture dans les pays qu'ils ont colonisés. Le seul produit qu'ils ont vraiment exporté, hélas, pour ces peuples, c'est le cricket et le thé à 5 heures. Mais à part ça, si vous voulez, les Anglais n'ont pas cherché à coloniser culturellement les peuples, les élites peut-être, mais certainement pas les peuples qu'ils soumettaient. Okay. C'est la grande différence entre les Britanniques qui ont compris ce que c'était que la mondialisation et les Français qui n'ont jamais compris grand-chose à ce que c'était que la mondialisation. Alors, Burke, donc, va voir la Révolution française, il va se dire, tiens, ça va mal finir, ça va finir dans le sang, et ça va finir dans l'impérialisme. Et de fait, impérialisme napoléonien en Europe, impérialisme colonial dans le reste du monde. Et le deuxième problème du rationalisme des Lumières, c'est son hésitation. Quand on doit se demander en permanence ce qu'il faut faire, quand, comme on le dit vulgairement, il faut se prendre la tête toutes les 5 minutes pour se demander si nos principes sont les bons principes, eh bien on hésite. Il y a des revirements permanents dans nos décisions. On n'est pas capable de se tenir à une ligne et de réformer le pays. On fait des révolutions permanentes ou des coups d'État permanents. On peut comparer la situation française et la situation britannique, là encore. La situation britannique, c'est une loi fondamentale, d'une certaine manière. C'est pas vraiment une constitution, mais c'est ce qu'ils appellent the Bill of Rights. Okay. Ça date du XVIIe siècle. Ils n'y ont pas touché depuis. Et ils n'ont fait que réformer leur pays d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, en passant par, enfin, en aboutissant à une démocratie moderne et peut-être la première démocratie parlementaire du monde. Il y a eu une révolution et c'est tout. En France, on a eu la République révolutionnaire, le Directoire, le Consulat, l'Empire, premier, la Restauration, la République, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, l'Empire,
une troisième république à dominance monarchiste jusqu'en 1880, une république laïque de 1880 à 1940, Vichy, la quatrième république, la cinquième république, et maintenant il y a des pervers qui voudraient une sixième république. Hein, on ne s'arrête pas. Alors que les Anglais se réforment, les Français se révolutionnent, si on peut dire. Et donc, ce que prévoit Burke, c'est l'instabilité de l'histoire de France. Ça, c'est sûr qu'on ne s'ennuie pas. Cette instabilité sera évidemment sanglante. On va traverser des rivières pourpres. Alors, la grande force de l'analyse de Burke, c'est qu'elle est effectivement prophétique. Tout ce que Burke a annoncé sur le destin de la France s'est produit. Le problème et la critique qu'on peut adresser à Burke est la suivante. Est-ce que le préjugé est, comme Burke le prétend, rationnel? Est-ce qu'il y a une rationalité du préjugé? Burke dit la chose suivante, le préjugé est fondé en raison, ou peut être fondé en raison. Qu'est-ce que ça veut dire fonder en raison un préjugé? Ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'on peut justifier rationnellement certains de nos préjugés. Je pense qu'on a tous appris à l'école, alors contrairement à ce candidat malheureux de Qui veut gagner des millions, on a tous appris que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Okay. L'enfant a-t-il un moyen de vérifier ce préjugé? Est-ce qu'on peut le démontrer est-ce qu'on peut le démontrer à un enfant? Moi, j'ai attendu ma classe de seconde pour pouvoir avoir la démonstration scientifique du fait que la Terre tournait autour du Soleil. Ça passe par le calcul, en fait. Ça passe par l'astronomie, ça passe par la physique. Autrement dit, il y a un grand nombre de nos préjugés de l'enfance qui peuvent être fondés en raison, et on le fait par la démonstration, le plus souvent. Okay. Donc il y a tout un tas de préjugés qu'on ingurgite quand on est enfant, et qui peuvent être vérifiés, qui peuvent être fondés en raison. Il y a une deuxième forme de fondation en raison du préjugé. Il y a une deuxième manière de comprendre cela, c'est de dire que le préjugé est en lui-même rationnel. Le préjugé reposerait sur une forme de rationalité. La question est de savoir laquelle, et la question est de savoir si c'est vraiment rationnel. Vous allez partir, imaginons que on revienne au monde d'avant, c'est-à-dire au monde où on pouvait partir en vacances. Vous allez partir à Londres au mois de novembre. Vous allez vous habiller comment? Vous allez prendre un parapluie et des vêtements imperméables, en tout cas un manteau imperméable, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils se mettent à flotter. C'est un cliché raciste à l'égard des Anglais et des Londoniens que j'assume complètement. Il fait un temps pourri à Londres au mois de novembre. Et voilà. Orlandi, à chaque fois que j'y suis allé, la seule fois, mais imaginons, à chaque fois que vous y êtes allé, il a plu. La plupart du temps, on s'instruit
de nos expériences passées pour déterminer le comportement à adopter dans l'avenir. C'est du bon sens. On pourrait dire que c'est de la logique. Alors, on va voir que ce n'est pas exactement de la logique, mais c'est du bon sens, si vous voulez. Le type qui part aux Maldives au mois de juillet sans prendre de crème solaire, en se disant bah, si ça se trouve, il va faire un temps pourri, on le regarde bizarrement. Okay. Sur quoi repose, et je crois que j'en avais déjà parlé à propos d'Aristote, sur quoi repose la rationalité du préjugé? Bien, sur un type de raisonnement qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est un raisonnement qui part de cas particuliers, fréquents et semblables, pour en tirer une règle générale. L'exemple le plus fréquent d'induction, c'est un exemple que prend Hobbes régulièrement. Je vois un corbeau noir, deux corbeaux noirs, trois corbeaux noirs, 50 corbeaux noirs, x plus 1 corbeau noir. Eh bien, je vais induire que tous les corbeaux sont noirs. Autrement dit, par induction, j'exclus la possibilité que je puisse tomber un jour, et c'est évident qu'il en existe dans toutes les espèces, que je puisse tomber un jour sur un corbeau albinos, un corbeau blanc, qui existe, mais qui sont tellement rares qu'on va simplement dire tous les corbeaux sont noirs. C'est un préjugé qu'on établit par induction. Alors, il y a un léger problème avec ce raisonnement, c'est que parfois il ne se vérifie pas. Okay. Je vais lire un texte d'un auteur qui s'appelle Alan Chalmers. Alors, je n'ai pas de feutre, hélas. Chalmers, C-H-A-L-M-E-R-S, qui date de 1990 et qui s'intitule Qu'est-ce que la science? Et vous allez très vite comprendre le problème. Qui a vu Chicken Run? C'est un dessin animé c'est bien. Il faut voir Chicken Run et vous allez très vite comprendre le problème dont il est question. Donc Chicken Run, ce sont des poulets qui sont élevés en batterie et qui sont persuadés que tout va bien. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Donc Alan Chalmers, qu'est-ce que la science? Dès le matin de son arrivée dans la ferme pour dinde, une dinde s'aperçut qu'on la nourrissait à 9h du matin. Toutefois, en bonne inductiviste, elle ne s'empressa pas d'en conclure quoi que ce soit. Elle attendit d'avoir observé de nombreuses fois qu'elle était nourrie à 9h du matin, et elle recueillit ses observations dans des circonstances fort différentes, les mercredis et les jeudis, les jours chauds et les jours froids, les jours de pluie et les jours sans pluie. Chaque jour, elle ajoutait un autre énoncé d'observation à sa liste. Sa conscience inductiviste fut enfin satisfaite, et elle recourut à une inférence inductive pour conclure « Je suis toujours nourri à 9h du matin » ou tous les jours à 9h du matin, je suis nourri. Hélas, cette conclusion se révéla fausse d'une manière indubitable quand, une veille de Noël, au lieu de la nourrir, on lui trancha le cou. Okay. Alors, que signifie ce texte et en quoi ce texte nous intéresse-t-il? Eh bien, ce texte nous intéresse parce qu'il prouve que l'induction, c'est très pratique à partir du moment où on considère que l'histoire se répète. À partir du moment où on considère que l'histoire se répète, on peut très bien déduire du passé l'avenir. Plutôt induire du passé l'avenir. Sauf que, parfois, l'histoire ne se répète pas. Parfois, l'histoire nous surprend. Parfois, il y a des crises ou des révolutions, des événements qu'on ne pouvait pas prévoir. Et alors, est-ce que le préjugé est vraiment efficace pour faire face à cette nouvelle situation, pour faire face à la crise? Pas forcément.
Pas forcément. Il y a une illustration récente, contemporaine de ce phénomène, c'est la réaction des gouvernements face à la crise sanitaire. Il y a eu trois types de réactions. Il y a eu les réactions des pays asiatiques qui avaient déjà fait face au SRAS, qui étaient d'une certaine manière déjà préparés technologiquement, socialement, etc., à ce genre d'éventualité. Et donc, ils ont très vite su quoi faire. Il y a eu les Suédois qui se sont dit c'est business as usual, il faut continuer à faire des affaires, il faut que les magasins continuent à être ouverts, il faut que le capitalisme s'en sorte. Et pour le moment, on ne sait pas s'ils ont eu raison ou s'ils ont eu tort. Et puis il y a eu les Français, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, dont l'action a été quand même caractérisée par des oscillations des mesures permanentes en fait. Ça ressemble beaucoup à ce que Burke décrit, l'hésitation, le revirement, la violence et la brutalité de certaines décisions qui vont dans un sens, puis dans l'autre, d'une semaine à l'autre parfois. Okay. Résultat des courses, on ne sait pas tellement où on va. Alors, la question qu'on va se poser à partir de là, c'est de savoir si on ne peut pas fonder certains de nos préjugés moraux en raison. Est-ce que certains de nos préjugés moraux ne peuvent pas devenir des jugements moraux? Et pour cela, il faudrait les soumettre à la raison. Donc on va se demander comment faire. Eh bien, j'en ai fini pour maintenant. On reprendra le cours sur Kant tout à l'heure. Et de toutes les manières, la vidéo sera sur YouTube.